Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir, ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. À travers cet épisode, Amélie va nous parler de la philosophie, mais aussi de mode, et de comment elle a réussi à faire le lien entre les deux. Originaire de l'Alsace, elle est arrivée à Paris il y a 5 ans. Elle a ainsi pu profiter de la vie qu'offre la capitale. Elle a aussi senti la fracture, notamment culturelle, qu'il pouvait y avoir entre elle et les Parisiens, mais s'est vite rendu compte que finalement, les références étaient juste différentes. Elle a multiplié travail acharné dans sa prépa, mais aussi fêtes et ses projets personnels à côté, tout en gardant beaucoup de rigueur. Elle nous explique ainsi qu'elle a eu un peu de mal à trouver son rythme et qu'elle a peut-être voulu trop en faire. Elle évoque aussi la difficulté entre la différence de l'organisation pour les projets personnels qui ne dépendent qu'elle et la complexité des relations humaines. Alors déjà, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Oui, alors je m'appelle Amélie, j'ai 21 ans. Je suis née en Alsace, mais je suis venue à 17 ans après mon bac pour faire mes études à Paris. Donc j'ai fait 3 ans de prépa, une prépa qui s'appelle le CPES, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Et ensuite j'ai continué à Paris en master 1 de philosophie contemporaine. Donc là c'était cette année. Et là je fais une césure entre mon master 1 et mon master 2 pour faire des stages. Et je suis toujours à Paris, ça fera 5 ans en septembre que je suis venue à Paris. Et ça passe vite. Et voilà quoi. Ok. Comment tu as choisi ce que tu voulais faire ? Après le bac, alors moi c'était assez facile parce que déjà depuis que je suis petite, clairement je suis une littéraire, du coup j'avais pas de doute là-dessus, enfin c'est les matières littéraires qui m'intéressaient toujours, j'ai toujours eu une appétence pour la littérature, le français, le latin, l'histoire géo, enfin ça c'était donc d'office quand je suis arrivée en première, je savais que je voulais faire un bac L, donc ça c'était facile pour moi. Du coup après en première j'ai commencé à préparer Sciences Po parce que je me tentais peut-être pour le journalisme parce que j'ai toujours aimé écrire, toujours aimé beaucoup lire et écrire, du coup je me disais que le journalisme ça m'ouvrait des portes, que c'était aussi relié à l'écriture, à la culture, parce que moi ce qui m'intéressait toujours c'était le monde des arts aussi. J'ai toujours fait beaucoup de danse, j'ai fait de l'art plat, enfin vraiment j'aime beaucoup dessiner, peindre, machin. Du coup je suis allée en première L, j'ai préparé Sciences Po, je suis allée en terminale L, ça me plaisait vachement toutes les matières. Et du coup finalement j'ai pas eu Sciences Po et j'ai présenté plein de prépas littéraires. Mais le truc de la prépa, ça me tentait pas non plus trop parce que j'ai une grande sœur qui a fait une prépa. Et je savais que c'était beaucoup de travail, je savais que c'était pas forcément... que ça se soldait pas toujours... au final tu fais une prépa et souvent l'issue c'est d'aller en licence après. Donc je me demandais si ça valait vraiment le coup de faire une prépa, ça me disait pas trop. Et finalement en fait je suis tombée au milieu de ma terminale sur un article qui a été paru dans le journal Le Monde sur cette prépa que j'ai faite qui s'appelle le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, le CPES, et qui est en fait une nouvelle formation qui existait quand j'étais en terminale depuis genre 4 ou 5 ans. Pas très connue du coup, et quand j'ai lu le descriptif et que je suis allée sur le site, je me suis dit mais en fait c'est exactement ça ce que j'ai envie de faire. C'est une formation qui se fait entre la prépa et la licence, du coup ça se fait en 3 ans. À la fin, t'as ta licence dans la matière dans laquelle tu t'es spécialisé. Donc ça c'est cool parce que du coup t'as pas besoin de refaire une licence ou quoi que ce soit. Et en même temps ça se présente comme une prépa parce que t'as autant de volume horaire qu'une prépa, l'exigence est la même et ça se fait dans le lycée Henri IV en fait à Paris. Du coup ta première année tu l'as fait vraiment à Henri IV. Moi j'étais dans la filière humanité, ce qui s'apparente un peu à une hypocagne. Et après, en deuxième et en troisième année, tu vas choisir des matières dans lesquelles tu te spécialises. Moi d'abord, j'ai fait philo et histoire des arts. Et ensuite, en troisième année, je me suis spécialisée en philo. Et du coup, ça s'est fait hyper naturellement tous ces choix parce que du coup, j'ai été prise dans ce CPES où ça me permettait en fait... d'avoir l'exigence de la prépa et d'avoir pas mal de cours tout autant ouverts avec plein de matières différentes parce que c'est ça qui me saoulait dans la fac en fait, c'est que tout de suite il fallait se spécialiser et moi j'avais pas envie de me spécialiser, j'avais envie d'étudier encore plein de trucs et je savais pas la matière que je préférais ni rien.
Et en même temps, le CPES, c'était pas la prépa où t'as le concours à la fin, où t'as juste un programme, il faut cravacher sur ce programme. Ça restait quand même un truc beaucoup plus libre et ouvert. Du coup, je me suis mise là-dedans. Et après, pour choisir mes spécialités en deuxième année, je savais que c'était la philo et l'histoire des arts parce que c'est les matières que je préférais. Et en troisième année, pour me spécialiser donc en philo, donc c'est la matière dans laquelle tu valides ta licence, donc c'est quand même assez important. J'ai pas mal hésité entre l'histoire des arts et la philo. Et en fait, finalement, ce qui m'a convaincue, c'est que j'ai un peu regardé la plaquette des cours, j'ai parlé avec ceux qui étaient passés par là avant, et surtout j'ai parlé à une prof qui était celle qui chapeautait un peu la filière philo, qui est une prof que j'aimais beaucoup en fait, et c'est elle qui m'a trop donné envie de partir en philo, et je me suis dit go philo. Du coup j'ai continué en philo en troisième année, mais j'ai gardé des options en histoire des arts pour pas trop me fermer non plus. Et finalement, moi j'aime beaucoup la philosophie, j'ai eu des super profs en troisième année, et en troisième année on a eu une chance parce que, une vraie chance parce on était vraiment pas nombreux dans ma classe en fait, on était genre 12, donc on était à 12 en classe de philo et on avait des cours qui étaient déjà à l'ENS et à Ulm, du coup, c'est quand même une qualité d'enseignement qui est assez dingue, et du coup ça m'a trop donné envie de continuer dans la philo, et du coup j'ai fait la continuité et j'ai fait un master de philo et voilà, tout ça s'est fait assez naturellement au final. Et si tu devais nous parler de quelque chose qui t'a particulièrement marqué justement dans tes cours de philo? Dans mes cours de philo, c'est pas tant le contenu, parce que j'ai vu beaucoup d'auteurs ou d'autrices différentes, enfin surtout d'auteurs. Malheureusement, j'ai lu beaucoup de livres, on a eu plein de cours sur des thématiques différentes, etc. Mais c'est pas forcément ça, parce qu'il y avait quand même énormément de travail, donc quand t'as la tête dedans, au final, tu te rappelles pas forcément du contenu de tes cours, mais ce qui m'a vraiment, je pense, marqué, c'est que la philo, c'est plus une discipline qui t'apprend une rigueur dans ta réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui te sert, mais tout le temps, en fait, qui t'ouvre déjà, enfin, qui te permet de te poser les bonnes questions et qui te permet d'utiliser les bons mots pour parler des choses. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas forcément, sauf en philo. L'importance de dire, enfin de mettre les bons mots sur certains concepts, sur certains problèmes, ça c'est un truc que j'ai vraiment appris en faisant ces études. Et puis enfin l'ouverture d'esprit aussi qu'il y avait au CPES surtout, parce que c'était quand même des études où il y avait des profs qui étaient assez géniaux, et surtout je suis tombée sur une super promo où je me suis fait des super potes, et en fait chacun avait des passions complètement différentes et machin, et en discutant avec ces personnes-là, je sais pas, j'ai découvert plein de choses, bien plus que simplement en allant en cours. Et en plus, ça s'est couplé au fait que je sois arrivée à Paris, en fait, et venant d'une toute petite ville du fin fond de l'Alsace, c'est vrai que c'est hyper libérateur, en fait. Tu te rends compte que la vie, c'est immense et qu'il y a plein de choses à découvrir et tout. Et c'est plus ça qui m'a marqué dans mes études que un auteur ou un concept ou une idée particulière. Comment t'as vécu le fait de partir de chez tes parents et de venir t'installer Super bien. Franchement, moi j'avais trop hâte, c'était de partir. Quand j'étais en terminale, du coup, comme je préparais Sciences Po, pendant les vacances, je faisais une prépa à Paris. Je venais chez ma soeur qui habitait déjà à Paris, et pendant une semaine, chaque vacances, j'allais en cours à Paris pour préparer Sciences Po. Du coup, je connaissais déjà un peu Paris et j'aimais trop cette ville. Enfin, j'avais vraiment eu un coup de cœur. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver à faire mes études à Paris, quoi. Donc, quand j'ai su que j'avais cette prépa à Paris, j'étais trop contente. Et puis, en fait, moi, j'aime bien la campagne, ça me fait du bien d'y retourner quand je suis chez mes parents. C'est toujours... Enfin, c'est important d'y retourner, ça fait du bien de voir la nature, etc. Et puis j'ai mes amis d'enfance et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis passionnée par la mode, j'adore aller voir des expos, j'adore sortir, faire plein de trucs tout le temps. Et du coup, ça, c'est plus quelque chose que je retrouve dans les villes plutôt qu'en campagne. Et du coup, finalement, la transition des parents à moi toute seule à Paris, je l'ai hyper bien vécue parce que j'avais eu qu'une hâte, c'était de partir. Surtout que la ville où j'ai fait mon lycée, c'était une toute petite ville où tout le monde se connaissait, et des ragots, des machins, des trucs, et moi ça me pesait un peu, et j'avais envie d'aller dans une ville où personne me connaissait, tout recommencer, enfin où tout était possible, et du coup je l'ai super bien vécu. Après c'est sûr que la première année où j'étais à Paris, c'était un peu compliqué de trouver mon rythme parce que du coup j'avais...
j'avais tous les possibles, j'étais dans un appart toute seule à Paris, enfin c'était trop compliqué pour moi de me fixer un rythme, en plus c'était la première année de prépa, du coup il y avait quand même pas mal de travail, mais j'avais envie de tout faire, tout découvrir, du coup je sortais beaucoup, je me couchais tard, je me réveillais tôt pour les cours, etc. Du coup c'était vraiment dur de me forcer à me dire bah maintenant voilà, tu te fixes un rythme et de m'y tenir. Donc ça a mis du temps avant de s'imposer. Mais sinon j'étais trop contente et je me suis vite fait plein d'amis sur Paris. Du coup je l'ai vraiment bien vécu. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as réussi à mettre en place ce rythme ou ça s'est fait naturellement avec le temps? Bah, je pense que déjà ça s'est fait naturellement avec le temps, mais je pense aussi que c'est la fatigue en fait, parce que du coup j'ai fait ma première année où bah, c'était un peu non-stop. En plus, j'étais dans un autre appart et j'étais très loin des cours parce que Henri IV c'est dans le 5e. Du coup, je mettais genre 45 minutes de métro pour y aller, pour revenir. Quand tu fais des journées 8h, 18h, c'est beaucoup, tu vois. Et du coup, je suis arrivée à la fin de ma première année où j'étais trop exaltée par tout ce qui s'était passé dans ma vie, toutes les découvertes, tout ce que j'avais appris. Mais j'étais vraiment fatiguée. Je me suis dit, bon, l'année prochaine, on va ralentir la cadence, sortir le vendredi et samedi soir, faire des nuits blanches et ensuite se coucher tard la semaine et machin, et en même temps devoir travailler parce que t'as quand même tes trucs à valider, des DS des fois le samedi matin et tout. C'était un peu la fast life et je me suis dit que juste si je voulais tenir, enfin j'avais quand même 3 ans de prépa, tu vois, genre si je voulais tenir sur la durée, fallait que je me calme un peu. Du coup, j'ai réussi un peu à réguler le truc et ça s'est fait ouais assez naturellement. Finalement, j'ai trouvé mon équilibre, mais je pense que c'était aussi normal qu'au début ça parte un peu rapidement. J'en avais besoin aussi de tout découvrir tout de suite et ensuite de trouver mon rythme un peu plus sain, ouais. Est-ce que tu as subi de la pression vis-à-vis de la société ou de tes proches sur les cours ou sur ton orientation? Bah, de la pression, pas forcément. Mes parents, quand j'ai voulu aller en première L, au début, ils étaient pas hyper chauds. Ils m'ont envoyé voir le conseiller d'orientation en première parce que j'avais des bonnes notes, donc j'aurais pu faire S. Mais enfin, après moi, c'était pas une surprise, quoi. Ils savaient très bien que ce qui me plaisait, c'était les matières littéraires. Mais enfin, ils s'inquiétaient comme tout parent, tout bon parent. Ils voulaient être sûrs que je me ferme pas de porte. Et puis finalement, je leur ai dit, bah en fait, moi je suis sûre que je veux faire un truc littéraire, donc je me fermerai pas de porte en faisant un bac L. Et en plus, c'est les matières où j'ai les meilleures notes, donc je ferai un très bon bac L et il n'y a pas de raison que ça coince quelque part. Finalement, ils m'ont suivi là-dedans et aujourd'hui, ils sont trop contents de m'avoir laissé, entre guillemets, faire ce que je voulais parce que ça a bien marché au final pour moi. Donc non, pas trop. Après, t'as toujours un peu ce truc de la filière L, c'est la filière poubelle. Les matières littéraires, les filières littéraires, c'est toujours celle où tu te dis qu'est-ce que ça va donner plus tard, etc. Mais enfin, moi, je sais où je vais. Enfin, de toute façon, c'est ce que j'aime. Donc, au bout d'un moment, je vais pas me forcer à faire un truc que j'aime pas. Mais par contre, après, il y a eu un truc de pression quand je suis arrivée à Paris, du coup à Henri IV, qui était clairement dû au fait que je venais d'un lycée de province pas fameux, on va dire, et que bah, 50% des élèves qui étaient dans ma classe, c'était des Parisiens qui sortaient des meilleurs lycées parisiens, et là c'était un peu dur, quoi. Enfin là, je me suis fait pote avec surtout des provinciales, des meufs qui venaient de province aussi, et on était toutes super stressées parce qu'en fait, en fait, c'est pas qu'ils étaient plus intelligents que nous, c'est juste qu'en fait, en baignant dans la culture parisienne depuis qu'ils étaient petits, il y avait une espèce d'ouverture d'esprit, de culture G que moi j'avais pas tant que ça en fait. Et du coup, il y avait vraiment une autocensure parce que quand j'étais au lycée, je levais tout le temps la main en cours, je voulais tout le temps participer et tout. Arrivé à Paris, plus du tout. J'avais l'impression que je savais pas m'exprimer, que j'étais en déficit niveau culturel par rapport aux autres et tout. Du coup, il y avait vraiment ce truc. Le premier semestre en tout cas en arrivant à Paris où j'avais l'impression qu'il y avait un gros décalage entre les Parisiens et les provinciaux et je pense qu'il y avait un vrai décalage. Après le décalage il s'est complètement amoindri parce que enfin on avait tous le même cerveau, les mêmes intelligences, du coup il n'y avait pas de souci, mais au début c'est vrai que ça censure en fait dans la prise de parole, dans enfin tu te compares beaucoup et t'as l'impression que
t'es moins légitime en fait à faire ces études, que tu connais moins de choses, du coup ça te met dans une situation où t'as aussi plus de mal à aller voir ces Parisiens parce que t'as l'impression qu'ils ont trop confiance en eux et tout, alors que pas du tout, hein, c'est des préjugés, mais c'est quelque chose que j'ai un peu affronté en arrivant à Paris dans la prépa, ouais. Est-ce que tu penses que tu t'es forcée un peu à faire des choses du coup, à, on va dire, consommer de la culture ou consommer du contenu pour diminuer l'écart que tu pensais qu'il y avait? Je dirais pas que je me suis forcée parce que c'est toujours avec plaisir que je lis des livres ou que je vais aux expos et tout. Et de manière générale, ça s'est fait encore une fois très naturellement parce qu'avec mes cours, on avait par exemple un programme culturel où nos profs nous emmenaient voir des expos, voir des pièces de théâtre, enfin des trucs que tu fais pas forcément toi tout seul. Du coup, au final, je me suis construit ma culture perso et puis à côté, moi j'avais aussi mes trucs de mon côté. Enfin, j'ai fait de la musique pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de danse pendant longtemps, je suis passionnée de mode. Donc je savais que j'avais pas du tout à être... Enfin, que j'avais un apport aussi personnel, une culture personnelle que je pouvais aussi mettre en avant et que j'ai su mettre en avant aussi. Du coup, finalement, je me suis pas obligée à rentrer dans ce cadre de la culture G comme on pourrait se l'imaginer en classe prépa, tu vois, pas du tout. Et puis au final, en fait, j'ai vite été amenée à faire des exposés avec mes camarades de classe, donc des personnes qui étaient dans des bons lycées parisiens et tout. Et en fait, en travaillant avec eux, je me suis rendu compte que on connaissait à peu près les mêmes choses au final, que mon cerveau marchait comme le leur et qu'il n'y avait pas de raison et que là où ils connaissaient peut-être un truc en plus, moi je connaissais quelque chose aussi d'autre. Du coup ça s'est complètement équilibré. Et puis avec les cours, j'ai quand même... Enfin ça demandait beaucoup de travail, donc j'ai dû quand même beaucoup lire, beaucoup m'informer, beaucoup travailler, etc. Et du coup, ça m'a aussi ouverte plus que ce que j'ai pu être en arrivant à Paris d'entrée de jeu, quoi. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour la mode? Ouais, bien sûr. Alors, ma passion pour la mode, elle est venue assez tard finalement. Enfin, c'est pas... Quand j'étais enfant, j'étais passionnée de danse. C'était vraiment mon truc. Du coup, il y avait que ça dans ma tête. Et finalement, en fait, quand je suis arrivée en troisième, je me suis blessée. J'ai dû arrêter la danse pendant 6 mois. Donc là, c'était un peu la catastrophe. Et j'ai dû trouver un peu une passion de substitution. Un truc pour m'occuper, quoi, pendant ces 6 mois. Et ça collait un peu au moment où je vivais mon adolescence. Et du coup, je faisais plus attention à moi, plus attention à mes habits. Et en fait, j'ai toujours eu un peu cette sensibilité des vêtements. Enfin, j'ai toujours été attirée par les vêtements, j'ai toujours voulu porter des choses, essayer le maquillage, essayer les talons de ma grand-mère, machin. Enfin, ça, c'est toujours un truc qui revenait dans ma personnalité, même enfant. Et j'ai plein de souvenirs de vêtements ou de ce que je portais à certains moments de ma vie. Donc, je pense que c'est une sensibilité que j'ai déjà eue. Mais j'ai découvert la mode en tant qu'industrie, on va dire, du coup, quand j'étais en troisième. Et en fait, j'ai découvert ce truc et je me suis dit, waouh, mais c'est trop dingue, enfin, je kiffe trop, il y a plein de choses à faire, à dire et à découvrir dans ce milieu-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis penchée là-dessus à fond. Et quand j'étais en seconde, j'ai ouvert un blog où je faisais mes petits articles et tout, que j'ai tenu jusqu'en terminale. J'écrivais des articles un peu comme ce que je fais maintenant, mais c'était moins abouti, c'était plus chill, parce que j'aimais bien écrire aussi. Et après, en arrivant à Paris, j'ai fermé ce premier blog que j'avais et j'en ai rouvert un autre parce que je voulais partir sur quelque chose de différent, enfin de plus recherché. Je voulais écrire des articles plus de fond. Du coup, j'ai ouvert ce nouveau blog, The Golden Grounds, où j'ai écrit mes articles. Et en fait, ça me permettait aussi de garder, de cultiver un peu cette passion parce que c'est vrai qu'avec les cours, j'avais quand même pas mal de travail. Et même si je trouvais des manières dans mes DM ou dans mes mémoires ou quoi de relier la mode à mes études, ça restait un truc à part. Alors que avec mon blog, j'avais mon petit moment où je me faisais un petit kiff et je me documentais, j'écrivais mon article et ça c'était important pour moi. Et du coup après l'année dernière, en troisième année de CPES, mes potes me disaient souvent tes articles ils sont bien mais ils sont longs, ils sont fastidieux, il faudrait que tu trouves un autre moyen pour attirer un peu les gens qui ont la flemme de lire ou machin,
et parce que ton propos il est intéressant en soi, et du coup je me suis dit ben pourquoi pas les vidéos, parce que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube aussi. Du coup je me suis lancée sur YouTube en faisant un peu le même format que je fais dans mes articles, mais en vidéo, et du coup je trouve que c'est plus ludique et que c'est un aspect un peu plus facile, et puis t'as plus d'interaction aussi avec les personnes qui te suivent, donc ça c'est chouette parce que tu peux discuter, lancer des débats dans les commentaires, etc. Et j'ai commencé à faire cette chaîne du coup ouais il y a 1 an à peu près. Et depuis ben je jongle un peu entre mes articles, entre mes vidéos, et puis à côté pour mes études je travaille aussi sur la mode. Enfin j'ai dû faire un mémoire de fin d'études au CPES où j'ai parlé de mode et de philo. Là tous les trucs que j'ai eu à rendre, tous les essais que j'ai dû faire pour valider mon master 1, je les ai fait en lien avec la mode. Donc ça a quand même une part hyper importante dans ma vie. Et voilà quoi. Okay. C'est mon truc. Comment tu vis le début des responsabilités avec le travail? Parce que là, c'est la première fois que tu travailles avec ton stage. Ouais, bah j'ai fait plein de petits stages déjà avant ce stage que j'ai commencé il y a 1 mois. J'avais fait pas mal de stages l'été, un peu comme tout le monde, 1 mois, machin, dans des trucs qui m'ont jamais vraiment transcendé. Au début, c'était plus tout le temps dans le journalisme parce que je partais un peu sur cette idée, mais au final, je me suis rendu compte que le journalisme bof. Après, en entrant en Master 1, du coup, en septembre dernier, à côté de mon Master 1, j'avais pas mal de temps libre parce que t'arrives en Master, t'as 10 heures, 15 heures peut-être de cours par semaine. Et en sortant de prépa, je m'étais dit, bon, va falloir que je m'occupe. Du coup, j'ai fait un stage en maison d'édition en maison d'édition le premier semestre. Ça m'a pas énormément plu non plus. C'était quand même 25 heures par semaine, donc ça me faisait des grosses semaines. Mais voilà, j'étais pas à fond dedans, donc enfin, j'avais pas le sentiment d'avoir beaucoup de responsabilités parce que ça me plaisait pas tant que ça. Et là, du coup, j'ai trouvé ce stage chez Chanel dans le digital que j'ai commencé fin juin jusqu'en janvier prochain. Du coup, je fais ma césure pour pouvoir faire ce stage. Et les responsabilités, enfin, pareil, c'est assez naturel, je trouve, parce que vu que c'est un stage qui me plaît vraiment, et c'est la première fois que je fais un stage dans lequel je me sens à ma place et à l'aise, où je me sens motivée par les missions qu'on me donne, et je sens que enfin, justement, on me donne de la responsabilité. Vu que ça me plaît, bah, y a pas de souci, enfin, même si je sors tard le soir du travail ou quoi, ça me fait plaisir, et c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de travailler plus tard aussi, donc enfin, j'accepte les responsabilités avec plaisir. Et en plus, je suis dans une équipe chez Chanel géniale où c'est des nanas qui sont quand même assez jeunes, enfin, je peux leur poser des questions quand je veux, je me censure pas du tout, il n'y a pas trop le truc de hiérarchie, du coup c'est aussi un peu libérateur de mon côté. Et, euh, et à côté, bah, je suis très bien payée, du coup c'est vrai que par rapport à mes parents, ça me permet maintenant d'être plus ou moins indépendante dans ma vie à Paris, ce qui est aussi cool. Mais en même temps, ça reste un stage. L'année prochaine, je reprends mon Master 2. Donc il n'y a pas ce stress de va falloir que je trouve un travail, ou ce stress de la vraie vie active va commencer. Je reste encore en année de césure. L'année prochaine, je finis mon Master 2. Ce stage, il est trop bien, mais c'est que un stage. Donc le truc des responsabilités, de la vie adulte et tout, ça va pour le moment. Enfin, tous mes potes sont encore en études, donc je le ressens pas encore trop. Mais c'est vrai que c'est valorisant quand même d'avoir des responsabilités au travail, parce que les études c'est cool, mais c'est vrai qu'on est tout le temps sous la tutelle de professeurs, qu'on est tout le temps redevable de quelque chose, alors que là t'es au travail, bah tu dois faire ton travail, on attend de toi quelque chose de particulier, enfin, c'est hyper gratifiant je trouve, donc ça fait du bien en fait de rentrer un peu dans la vie active plus ou moins. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de tâches que tu fais dans ton stage? Ouais, bah je peux. Alors en gros, moi, je suis donc comme je disais, je suis dans la division mode parce que chez Chanel, t'as la haute joaillerie, tout ce qui est cosmétique et la mode. Et donc moi, je suis dans la division mode, dans le secteur digital. C'est énorme. Et dans le secteur digital, je suis dans la petite partie conception-rédaction. Et du coup, moi, ce que je fais avec mes collègues et mes boss, c'est qu'on écrit, en fait, on rédige tous les textes qui sont publiés sur toutes les plateformes de Chanel. Donc le site, tout ce qui est newsletter, les réseaux sociaux évidemment, mais aussi tout ce qui est application en boutique, parce que pour les bonnes clientes,
en boutique, il y a des applications qui donnent lieu à des contenus un peu privilégiés, etc. Et t'as tout le temps des textes en fait pour décrire les vêtements, pour décrire les collections, pour raconter un peu l'histoire d'un défilé, etc. Et donc ça, c'est nous qui nous occupons. Donc moi, concrètement, je propose des textes, après ils sont relus par 40 personnes différentes. Du coup, c'est pas moi qui publie mon texte comme ça. Mais c'est cool parce que t'apprends plein de choses sur la maison, t'apprends plein de choses sur le savoir-faire. Et puis t'apprends aussi à comment est-ce que digitalement on retranscrit l'histoire des vêtements, l'histoire d'un défilé. Et ça me plaît trop parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi, raconter la mode par internet en fait, dans mon blog et sur YouTube. Et après, ce que je fais d'autre, c'est que tous ces textes, il faut les traduire. Donc on les traduit en anglais et en français. Donc il y a beaucoup de mon boulot qui est de la traduction. Ça, j'aime bien aussi, ça fait un peu réfléchir et tout, c'est cool. Et puis après, t'as des trucs un peu plus rébarbatifs, mais comme dans tous les jobs, où il faut que tu fasses des présentations, il faut que tu fasses des trucs un peu plus répétitifs, mais c'est, enfin, globalement, ça me plaît vraiment. Donc je suis contente. Ok. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire entre janvier et ta rentrée ? Alors, pas du tout. Faut que je commence à y réfléchir. Mon plan de base, c'était de trouver un stage à l'étranger ou alors de voyager. Je m'étais dit, si je trouve pas de stage à l'étranger, bah je travaille un peu, je mets des sous de côté parce que là, Chanel, ça me paye assez bien, du coup je peux mettre un peu de côté pour partir en fait, parce que du coup, à part le changement de l'Alsace à Paris, j'ai jamais été à l'étranger, enfin à part pour les vacances quoi, et j'ai trop envie de partir. Je m'étais dit que l'année de césure c'était l'occasion ou jamais, parce qu'après Master 2, après le Master 2, ben je sais pas, et donc ça c'est le moment ou jamais un peu pour partir, et j'ai trop envie de découvrir une nouvelle culture, d'être de nouveau dans un pays où je connais personne et tout. Mais le truc c'est que le Covid, cette petite chose qui nous fait un peu chier depuis quelques mois, s'est interposé, et que du coup ça me semble très compliqué d'hypothéser, enfin de me dire que je vais partir en janvier, fin janvier, alors qu'on n'en sait rien de comment va être la situation, que du coup déjà de base trouver un stage à l'étranger c'est difficile, mais alors dans ces conditions là n'en parlons pas. Donc bon, je sais pas, je me dis soit la chose la plus simple c'est que je retrouve un stage sur Paris. Du coup, j'essayerai de le trouver de janvier à juin, parce que l'été prochain, j'aimerais quand même profiter de mon été et partir un peu. Du coup, voilà. Mais pour le moment, c'est un peu flou. Après, le stage que j'aimerais trouver, ça serait dans la mode aussi, parce que du coup, j'ai vraiment, enfin, vu que j'ai fait pas mal de stages hors mode avant, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais j'aimerais peut-être plutôt dans un truc plus rédactionnel, dans un magazine ou je sais pas, un truc comme ça me dirait bien. Mais c'est un milieu quand même très fermé où il faut avoir beaucoup de contacts, et j'ai pas beaucoup de contacts, donc c'est toujours compliqué de trouver des stages dans la mode. Donc bon, on verra. Comment t'arrives à concilier tes engagements personnels et l'industrie de la mode ? Oh, c'est compliqué parce que l'industrie de la mode pose énormément de problèmes et très paradoxal et problématique à plein de niveaux différents, mais c'est ça que j'aime trop dans la mode en fait, c'est que il y a plein de paradoxes dans la mode et que du coup on peut jamais s'ennuyer parce qu'il y a tout le temps des surprises quoi, et qu'il y a une marge de manœuvre assez immense. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te poses la question, enfin des fois là je suis à mon stage et je me dis quand même le taf de toutes ces personnes c'est de publier un truc sur Instagram pour vendre une collection aux riches, parce que personne peut se payer du Chanel. Donc déontologiquement, c'est un peu... Enfin, ça pose des questions, mais en même temps, faut pas voir que la mode sous ce prisme-là, c'est quand même... déjà, quand tu travailles dans une maison comme Chanel, ça relève de l'art, ça engage plein de métiers d'artisanat qui sont fabuleux. Enfin, il y a les défilés métiers d'art Chanel qui travaillent avec des artisans qui font des choses magnifiques. Donc déjà, je trouve qu'il y a tout le côté d'expression artistique dans la mode qui est génial. Mais après, t'as tout le côté très industriel de la mode, la fast fashion, les questions de... Enfin, j'en parle vachement sur ma chaîne, justement. Tous ces trucs de... La mode se veut vachement dans le progrès, et pourtant, elle est pas du tout dans le progrès, quoi. Enfin, je veux dire... la mode pose tellement de problèmes écologiques, de problèmes féministes, enfin, c'est quand même la mode qui dans les années 2000 a un peu poussé à son paroxysme le truc de la femme objet.
Et en même temps, la mode, là, elle se veut vachement axée inclusivité et tout, alors que non, enfin, de fait, c'est encore une industrie structurellement raciste et qui... Enfin, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est vrai que, personnellement, c'est compliqué de me positionner dans une industrie qui va à 100 à l'heure et qui écoute pas, en fait, la planète et les gens qui habitent la planète. Et en même temps... personnellement, moi je consomme plus de fast fashion, enfin presque plus depuis l'été dernier. L'été dernier, je m'étais lancé un défi, c'était d'arrêter d'aller dans les magasins genre Zara, H&M et tout. Parce que moi, j'aime bien la fripe, j'aime bien passer du temps pour trouver des vêtements. C'est vraiment quelque chose qui me dérange pas, j'ai les moyens aussi. Du coup, ça, je l'ai bien tenu, à part genre 2-3 petits trucs que j'ai dû acheter, genre une veste ou un truc comme ça dans des magasins hors friperie ou hors seconde main, mais sinon du coup moi je m'engage déjà comme ça à titre personnel. Je trouve qu'il faut boycotter toutes les marques genre Zara et tout là qui exploitent les Ouïghours, qui, enfin tout ça on le sait trop bien, mais pour moi il y a que ça qui marche. Et après je trouve aussi que peut-être à une moindre mesure, parce que j'ai quand même une petite chaîne YouTube, mais ce que j'essaye de faire, enfin mon entreprise de déconstruction de la mode et de son analyse, c'est aussi une manière d'être en accord avec mes principes, parce que du coup j'essaye de lever des problèmes de fond et de montrer qu'on peut penser la mode et qu'il faut la penser parce qu'elle fait trop état de notre société pour faire comme si elle voulait rien dire quoi. Et ça c'est aussi un peu ce que j'aimerais faire plus tard, je sais pas comment, mais montrer justement un peu toutes ces incohérences et c'est comme ça que j'arrive un peu à être en accord avec mes principes et cette industrie qui est hyper problématique, quoi. Pour changer un peu de sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport avec l'amitié, la fête et tout ce qui est un peu autour de la vie étudiante, on va dire, annexe aux études Ouais. Pour moi, l'amitié, c'est hyper important. C'est une phrase hyper bateau. Ouais, moi c'est trop important les potes et tout. Non mais c'est vrai parce que justement quand tu changes de ville comme ça, enfin je sais pas si t'as peut-être aussi fait cette expérience, c'est que tu connais personne. Enfin je suis arrivée à Paris, à part ma soeur, je connaissais personne. Donc je suis arrivée le jour de la rentrée des classes en mode il faut que je me fasse des potes quoi. Parce que là, demain c'est le week-end, je vais pas passer le week-end solo. Du coup au final ça a été d'autant plus important que les études que j'ai faites au CPES, du coup cette prépa, c'était des études hyper difficiles où il y avait beaucoup de boulot, où tu te remets quand même beaucoup en question, où t'as quand même le moral un peu sapé très souvent et c'est dur des fois de sortir la tête de l'eau. Et c'est trop important quand t'es dans une ville loin de ta famille d'avoir des gens sur qui tu peux compter, et ça c'est tes amis en fait. Du coup, moi je me suis fait une bande au CPES de super potes avec qui maintenant je suis hyper amie et enfin je suis tellement contente de les avoir rencontrés. C'est que des meufs, on est genre 8 meufs ou un truc comme ça, et on se connaît super bien maintenant. Elles sont venues en Alsace chez mes parents, je suis allée, enfin on est toutes allées les unes chez les autres. Et le fait de vivre la prépa ensemble, le fait aussi de faire la fête ensemble, parce que c'est toutes des fêtardes et je suis aussi une grosse fêtarde. Du coup, la semaine on travaille, on fait que ça. Et le week-end on allait, on sortait, machin. Enfin, ça permettait d'avoir un équilibre. Alors, comme je te disais, c'était pas forcément un équilibre hyper sain parce que j'étais quand même hyper fatiguée. Et vu que je suis une grande fêtarde, que j'adore sortir, boire des verres, aller en boîte, machin, c'est vrai que j'en ai besoin en fait. C'est une forme de défouloir aussi quand tu fais que travailler toute la semaine et même le week-end, hein. C'était hyper important pour moi de sortir et d'aller faire la fête. Et en plus je trouve que quand tu fais la fête avec tes potes, tu rencontres tellement c'est tellement insolite parce que tu vas dans des endroits où tu serais jamais allé en jour et tu rencontres des personnes que tu aurais jamais rencontrées la journée non plus. Et c'est ça que j'aime bien dans ce truc de la nuit, on va dire. Et ouais, ça me permettait de garder un équilibre et de tisser des amitiés encore plus fortes. Enfin, généralement, c'est quand tu commences à faire la fête avec tes potes que ça a commencé à aller plus loin que juste la camaraderie d'école, quoi. Et du coup ouais, c'était hyper important pour moi d'avoir ce soutien-là des amis pendant... Enfin, même aujourd'hui, quoi. C'est hyper important, je trouve. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé savoir avant ? Qu'est-ce que tu te serais dit à la toi en sortant du bac ? Je pense que je me serais dit que c'est ok de dire non parfois pour tout,
dans tout, parce que comme je te l'ai dit, du coup je suis quelqu'un qui va un peu à 100 à l'heure et j'ai du mal à dire non quand on me propose des plans, quand on me propose de sortir, quand on me propose ci ou ça. Je vais tout le temps être là, ouais, trop enthousiaste, trop motivée. Alors que non, des fois, faut juste savoir s'écouter plus. Et moi, je m'écoute pas du tout, j'écoute pas du tout mon corps. Parce qu'en plus, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Du coup, je carbure à fond jusqu'au jour où je suis à plat et j'ai besoin de dormir pendant 48 heures d'affilée, tu vois. Donc, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et ça, je l'ai découvert, je pense que c'était nécessaire de passer un peu par tout ce truc. Mais je me dirais, ouais, qu'il faut plus s'écouter, qu'il faut dire non aussi. Et non dans des relations aussi. Plus personnel, plus intime, où il y a des moments où t'as pas envie et c'est ok de le dire. Ça, j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte aussi. Et ça m'aurait empêché pas mal de dommages, je pense, et pas mal d'inquiétudes. Mais après, voilà, je suis assez partisane du truc qu'il faut faire les choses et que ça sert à rien de les regretter et que c'est justement les faisant que tu apprends. Donc en vrai, je me serais rien dit du tout et je me serais laissé faire mes conneries et mes machins. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un truc que j'ai appris plus en grandissant et en apprenant à avoir mon rythme et tout, qu'il faut savoir s'écouter. C'est trop dur en fait. Et quand tu vas tout le temps à 100 à l'heure, c'est impossible de savoir quand ça va pas. Et c'est aussi un peu une forme justement d'exutoire parce que du coup t'as pas le temps de savoir quand ça va pas, du coup tu nies en bloc que ça va pas et 3 semaines après ça t'explose à la tête, tu vois. C'est un peu un truc de bombardement aussi, alors que des fois il faut juste se poser et être tranquille et savoir dire non aux gens, savoir dire non à certaines situations et comme ça t'es plus en adéquation avec ce que tu ressens. Du coup, c'est quoi ton rapport avec la solitude ? Mon rapport avec la solitude, moi j'aime bien la solitude, donc je vis seule dans mon appartement à Paris. Ça n'a jamais été un problème pour moi, au contraire. Après j'ai aussi la chance de pouvoir vivre seule à Paris. Mais j'ai jamais vraiment voulu faire de colocation parce que j'aime trop rentrer chez moi et être toute seule. Et vu que j'écris beaucoup, que je dessine beaucoup, ou même quand je tourne mes vidéos ou que j'écris mes articles, c'est des activités où j'ai besoin d'être seule en fait. Du coup, il y a des moments où j'ai juste besoin de mettre tout en pause et d'être tranquille chez moi. Notamment du fait que je vois énormément de personnes, que je sors beaucoup et que du coup, ouais, quand je rentre chez moi, juste il y a des week-ends où je sors pas et je suis trop contente d'être seule. Et ça aussi parce que je suis très bien entourée. Je pense que si c'était pas un truc d'un choix, ça serait plus difficile ouais, aussi. Tu subis pas, c'est ouais, vraiment... c'est ça. C'est un truc délibéré et puis aussi quand je suis seule, c'est pour passer des moments de qualité un peu, on va dire. C'est de faire ce que j'aime, comme je te disais, dessiner ou écrire ou écouter de la musique ou faire une vidéo, faire le montage, écrire un article, des choses que j'aime. Du coup, ça me fait apprécier le temps que je passe avec moi-même et ça c'est hyper important, je pense aussi. Et puis bon, après la solitude, ça va, mais tu vois, par exemple pendant le confinement, j'étais chez mes parents, donc je voyais juste mes parents et mon petit frère. C'est bon quoi, au bout d'un moment je me suis rendu compte que quand t'as 21 ans, que t'as la vie devant toi, t'as aussi envie de... moi ouais, comme je te disais, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir beaucoup de gens aussi pour être bien, donc j'ai ce côté toujours un peu festif de ma personnalité, donc le confinement ça aussi a été un peu un exercice quoi, de rester solo tout le temps, mais sinon ça va, je le vis assez bien généralement. Ok. Est-ce que t'as l'impression d'être adulte ? Oula. Adulte, c'est compliqué comme question. Non, je dirais pas que j'ai l'impression d'être adulte. J'ai l'impression d'avoir énormément grandi. Ça, c'est sûr. Parce que là, du coup, j'y pensais la dernière fois. Je me disais que en septembre, là, ça fera 5 ans que je suis à Paris. Et je trouve ça ouf. J'ai pas du tout l'impression. C'est passé tellement vite. Ça passe tellement vite chaque année. Et du coup, je me revois, moi, à 17 ans, arrivée à Paris. Je me dis, mais waouh, il s'est passé une vie entre-temps. Et j'ai l'impression d'avoir énormément appris sur les autres, sur moi, sur plein de choses. Des fois, je me regarde, j'ai pas l'impression d'être une personne différente parce que je me reconnais encore vachement. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression d'être à un point dans ma vie où j'étais pas du tout il y a 4 ans. Mais après, d'être une adulte, non, je pense pas que j'ai l'impression d'être une adulte. Après, bon, j'ai que 21 ans, bientôt 22, ça commence
à venir quand même. Mais non, parce que je suis encore en études, que c'est mes parents qui payent mon loyer, que je côtoie que des gens qui sont étudiants, et la vie étudiante, c'est pas... Enfin, c'est le moment où tu peux être le plus égoïste dans ta vie, quoi. C'est le moment où tu fais tout pour te mettre bien, parce que t'as envie de faire ça, parce que du coup, c'est pas du tout un moment où enfin, moi, je me sens pas écrasée par mes responsabilités, quoi. Je sens que j'ai une liberté, que je chéris, et qu'il faut que je profite de ces années-là. Après, ouais, comme je te disais, je me sens grandie et je sens que j'ai appris beaucoup de choses. Mais adulte, après, c'est aussi parce que adulte, c'est connoté hyper vie rangée, boulot, métro, dodo, avoir un mec ou une meuf, truc stable et tout. Et moi, ma vie, elle est pas forcément stable. Du coup, je m'identifie pas forcément à cette vision de ce qu'on pourrait appeler l'âge adulte. Mais après, âge adulte, dans le sens où je sais ce que je veux maintenant et où je vais tout faire pour l'avoir et où je me sens sereine avec justement mes envies, mes désirs et ce que je suis, ça ouais. Est-ce que tu penses que tu as confiance en l'avenir? Est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer pour toi là les autres années, enfin les années à venir? Je sais pas du tout. Chaque année, j'ai l'impression que je sais pas. Et en même temps, c'est ça qui est excitant, enfin, c'est ça que je trouve assez exaltant dans ces années d'études et dans cette première jeunesse, on va dire, où bah, tu rentres dans l'âge adulte, mais en même temps, t'es encore un peu ado, quoi. C'est que chaque année, il peut tout se passer. Enfin, ça fait peur, mais je trouve ça hyper exaltant parce que tout est possible. Et moi, je trouve que enfin, du coup, t'es maître de ton destin à fond, quoi. Enfin, dans 6 mois, je sais pas ce que je ferai et je trouve ça génial. Et parce que ça se trouve, je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir une opportunité à laquelle j'aurais jamais pensé. Enfin, là, il y a 6 mois, si on m'avait dit que je faisais un stage chez Chanel et que je faisais une année de césure, j'y aurais jamais cru. Et ça, j'aime trop. Enfin, ce côté un peu incertain et tout, c'est pas quelque chose qui me fait forcément peur. Aussi parce que je travaille beaucoup pour m'assurer un truc derrière. Enfin, j'ai fait des études quand même assez conséquentes parce que j'ai envie de bien réussir ce que je veux faire. Pour la mode, je me suis toujours dit il faut que je fasse mon truc de blog à fond, mon truc de chaîne YouTube à fond pour montrer que je suis vraiment passionnée. Enfin, généralement, vu que j'ai un caractère assez passionné justement, je fais les choses soit à 100%, soit à 0%. Du coup, dans les trucs que j'aime, je me suis beaucoup investie. Du coup, je me dis toujours pourquoi est-ce que ça marcherait pas. Après, forcément, il y a toujours des galères et des épines dans le pied. Ça, c'est sûr, il y en a eu pas mal, mais bon, je fais assez confiance en la vie. Mais après, je sais pas du tout, un métier et tout, là, je saurais pas te dire ce que j'aimerais faire précisément. J'ai envie de faire tellement de choses différentes et d'essayer tellement de choses différentes que j'ai du mal à me poser ou à m'arrêter sur une idée d'emploi précis. Et après, pour la vie plus perso, je sais pas, j'arrive pas à me projeter là-dessus parce que j'ai plus de mal de ce côté-là. Parce que justement, c'est plus instable que le truc de la carrière où moi je sais ce que je veux. Le truc, des choses plus intimes, que ce soit une relation à deux ou que ce soit où est-ce que je veux vivre, dans quelle ville et tout, ça j'ai aucune idée. Ça c'est vraiment le brouillard total. Mais bon, je me laisse un peu porter. Je me dis que de toute façon, généralement c'est la vie qui choisit un peu à ta place aussi. Pour revenir un peu sur la césure, c'est quelque chose qui s'est imposé à toi parce que t'as eu l'opportunité de faire un stage, c'était pas du tout quelque chose que t'avais prévu de base? Ouais, en fait, j'y pensais quand même parce que après les 3 ans de prépa, le master où je faisais mon stage à côté là au premier semestre, je suis quand même arrivée un peu en mode j'ai envie de freiner, j'ai envie de prendre un peu mon temps. Là, j'ai tout enchaîné depuis le bac. Enfin, j'ai un peu bon, on peut toujours travailler plus, mais j'ai quand même beaucoup travaillé et tout. Et surtout, j'ai envie de prendre une année où juste je me pose en fait, où je pense à moi, je fais mes trucs un peu pour moi et tout et tout. Du coup, j'y avais déjà pensé, mais ça fait toujours un peu flipper de faire une césure quand t'as rien, tu vois. Enfin, moi en tout cas, je me disais, bon, si jamais je fais une césure, faut au moins que la moitié de l'année je fasse un stage ou un truc comme ça pour le CV ou ce genre de conneries qui sont quand même hyper importantes. Et du coup, je pensais peut-être, avant d'avoir l'opportunité de faire ce stage, faire une année à l'étranger parce que du coup, là, mon Master 1, je le fais à l'ENS. Et du coup, à l'ENS, tu peux faire des Erasmus.
Du coup, pour faire un Erasmus, il fallait faire une année de césure. Et du coup, j'aurais bien voulu faire mon Erasmus à Londres. Et j'avais commencé les démarches et tout. Et je m'étais dit, bah vas-y, en plus, je pars à l'étranger, je fais une année off. Je fais quand même un Erasmus, du coup, j'ai quand même des cours. Donc, je vais quand même rencontrer des jeunes et tout. Ça me semblait un super compromis. Et finalement, j'étais en train de faire mon dossier pour cet Erasmus. Et là, j'ai une copine qui a sa sœur qui travaille chez Chanel qui m'a dit bah il y a une offre de stage, est-ce que ça te dit? Du coup, j'ai candidaté, j'ai passé les entretiens, j'ai été prise. Et là, bah, je me suis dit bah j'y vais et je fais une césure. Et de toute façon, j'avais envie. Et en plus, je trouve que le moment entre ton M1 et ton M2, c'est un peu le moment parfait parce que je sais que je serai prise en M2. Et en même temps, pour moi, c'était le moment le plus logique. Du coup, c'est venu aussi un peu comme ça, naturellement. Dans quel sens tu penses que ce que tu as fait à côté de tes études, ça t'a vraiment permis de te... Enfin, quelle est ta vision des études en soi pour que tu aies fait des choses qui n'avaient pas du tout, entre guillemets, pas du tout de rapport à côté Déjà, je trouve que dans les études littéraires, il y a un rapport beaucoup plus personnel aux études. Enfin, c'est-à-dire que quand tu lis un texte, que tu lis un livre, que tu vois une œuvre d'art, il y a quelque chose de l'ordre de l'affect qui en ressort. Et forcément, ça va causer des ébranlements si tu as une certaine sensibilité, etc. Forcément, ça va créer quelque chose en toi qui est plus identitaire peut-être que les sciences dures. J'en sais rien, peut-être que les sciences dures peuvent aussi provoquer un émoi particulier. Moi, les maths, ça m'a jamais parlé, donc non. Mais en tout cas, je pense que le truc des études littéraires, c'est que c'est hyper lié à ta personnalité et à la manière dont tu vois les choses, dont tu vois le monde et dont tu l'expérimentes. Donc déjà, je trouve que c'est hyper intriqué en fait. Et puis, moi, les études c'est une chose, mais moi j'ai toujours eu une vie extrascolaire, entre guillemets, hyper remplie parce que j'ai toujours fait énormément de danse. Enfin, quand j'étais plus jeune, je faisais jusqu'à 6 heures de danse par semaine, peut-être 7 heures parfois. Donc j'ai toujours dû vachement m'organiser pour les cours, les devoirs, les machins, pour pouvoir faire la danse à côté. Et là, c'était les moments d'éclat total, c'était génial. Du coup, pour la mode, ça a été pareil. Pour la prépa, je faisais toujours en sorte de m'organiser vachement, quitte à me réveiller un peu plus tôt pour pouvoir faire ma vidéo, écrire mon article ou faire mes dessins ou machin après, en dehors du temps de travail quoi. Du coup ça, j'ai toujours été hyper organisée, j'ai toujours eu un peu une rigueur. Je pense qu'il me vient de la danse aussi parce que j'ai du coup beaucoup fait de danse classique. Ça t'apprend bien la rigueur. Et après, comme je te disais, dans les études littéraires, je trouve que c'est hyper lié à toi. Du coup, moi, très vite, lire de la philo, il y a des moments où ça peut t'émouvoir vachement, même si c'est dans le cadre d'un cours, ou alors ça peut te donner des révélations de ouf, tu vois. Et ça va complètement impacter la manière dont tu vois les choses et dont tu les vis. Et donc forcément, ça va impacter la manière dont dont t'appréhendes le monde. Et du coup, moi, ça m'a fait énormément réfléchir, par exemple, sur la mode. Et je pense que si la mode, je l'avais pas inclus dans mes études, en écrivant des essais ou des mémoires dessus, j'aurais toujours eu une approche plus superficielle. Alors que de l'étudier via certains textes philosophiques, ou certains textes sociologiques ou anthropologiques ou tout ce que tu veux, ça m'a donné une approche complètement inédite que j'avais pas jusqu'alors. Du coup, ça a permis en fait de mélanger les deux, de mélanger complètement la mode, donc ma passion, et mes études, et de faire des trucs qui me plaisaient quand même, alors que c'était sous la contrainte parce que c'était pour les cours. Finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur, que ça soit déjà d'un point de vue professionnel, scolaire, mais aussi d'un point de vue personnel ? D'un point de vue professionnel et scolaire, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je réussisse à trouver ma place dans l'industrie de la mode, parce que c'est vrai que c'est tellement énorme que je me sens un peu toute petite dans ce truc. Et je sais pas encore exactement comment j'ai envie de prendre part à ce monde-là. Donc ça, je pense que... Mais je sais que ça me rendrait heureuse de travailler là-dedans. Donc je pense que c'est ce qu'on pourrait me souhaiter, que je réussisse à faire mon petit bout de chemin là-dedans et que sans perdre... ce qui est essentiel à mes yeux, parce que c'est aussi une industrie où je pense qu'il est assez facile de se perdre, en restant moi-même, trouver un job qui me plaise et qui me passionne, parce que je pense que sinon j'en souffrirais pas mal d'être dans un truc qui me passionne pas dans mon job. Pour moi, la carrière, c'est assez important. Je vais paraître pour une grosse carriériste et une grosse opportuniste en disant ça, mais pas du tout, c'est juste parce que je vois ma carrière
en lien avec ma passion, donc forcément ça prend une ampleur plus importante que si c'était juste un job en fait. C'est quelque chose plus personnel. Ouais, qui est hyper personnel et qui m'habite en fait. Du coup, vu que ça m'anime complètement, ben forcément ça serait difficile de pas réussir à travailler là-dedans plus tard pour moi, parce que ça me remettrait en question. Du coup ouais, continuer là-dedans, trouver ma place et avoir un job sympa là-dedans. Et après, ce qu'on pourrait me souhaiter d'un point de vue plus personnel, je pense que ce serait d'être plus sereine vis-à-vis de mes relations personnelles, intimes, amoureuses, etc. Parce que c'est ce qui me cause toujours le plus de tort, on va dire, dans ma vie. Paradoxalement, je sais exactement où je vais dans mes études et dans mes passions, dans la mode, dans ma carrière, on va dire, alors que dans mes relations romantiques ou même familiales, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, j'ai beaucoup plus de mal. Du coup, j'espère, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'y voir plus clair, de me mettre moins la pression, de tomber sur des personnes plus à l'écoute et plus sincères aussi, et d'appréhender ça avec le cœur léger. Voilà. Peut-être que si t'as plus de mal dans ces domaines-là, c'est parce que ça dépend pas que de toi. Ouais. Alors que tout le reste, pour l'instant, t'avais quand même assez... l'influence à 100%. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une question de lâcher prise et de contrôle dans les relations, surtout dans les relations amoureuses, qui est hyper compliquée à gérer. Et il y a aussi la question de l'engagement, de la peur de l'engagement. Et il y a aussi le truc un peu... aussi de tomber sur des personnes. Jusqu'à présent, je suis tombée pas forcément sur des personnes qui me fallaient ou qui me correspondaient ou qui me voulaient du bien ou à qui je voulais du bien, ou en tout cas voilà, ce qui fait que ça m'a peut-être un peu aussi braquée et fait peur beaucoup. Et si ça me fait peur, ouais, je pense que c'est un truc que tu contrôles pas, t'as raison, et que c'est un truc qui peut complètement en fait t'affecter et changer le cours de ta journée. Et ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal, quoi. Qu'une personne, en t'envoyant un message, puisse tout chambouler. C'est super beau, mais c'est un truc qui est difficile à accepter, qui est difficile à gérer, surtout quand t'es aussi assise dans tes positions et dans tes idées sur le monde que moi, on va dire. C'est vrai que c'est une question de perte de contrôle qu'il faut apprendre, mais qui est compliqué parfois à mettre en place. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Amélie d'avoir accepté l'invitation. Je vous mettrai ses comptes respectifs dans les notes du podcast. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast, Nos Avenirs tout attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.